EBITDA, l'erreur à éviter en bourse. Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. L'EBITDA, acronyme de Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, à savoir en français bénéfice avant intérêt, impôt, dépréciation et amortissement, est un indicateur financier clé qui gagne en popularité, bien qu'il ne fasse pas l'unanimité, notamment auprès des investisseurs de renom tels que Warren Buffett et Charlie Munger. Examinons les raisons de leur réticence envers cette mesure. Et donc, je rappelle ici que la vidéo en question a un rapport avec c'est un résumé à peu près d'une vidéo justement où ils en parlent. Donc, cette vidéo, vous tapez juste Buffett EBITDA, vous allez retrouver, je pense c'est celle-ci. OK? Donc, vous allez l'écouter. Et vous allez à peu près, je vous fais le résumé ici en français rapidement. OK? Donc, on revient ici. Qu'est-ce que l'EBITDA et pourquoi est-il si répandu? Donc, l'EBITDA représente le résultat opérationnel d'une entreprise avant la prise en compte des charges financières, à savoir les intérêts sur la dette, charges fiscales, à savoir les impôts, et des dotations aux amortissements, donc dépréciation et amortissement des actifs. Il offre une vision alternative de la profitabilité en se focalisant sur la performance opérationnelle intrinsèque indépendamment de la structure financière et des politiques comptables spécifiques à chaque entreprise. Cette approche comparative simplifiée, permettant d'évaluer rapidement la rentabilité opérationnelle de différentes entreprises, même issues de secteurs distincts, explique en partie sa popularité croissante. L'EBITDA est fréquemment utilisé dans le cadre d'analyse financière, de valorisation d'entreprise ou encore de comparaison sectorielle. Donc, les critiques de Buffett et de Munger, pourquoi ils n'aiment pas l'EBITDA? Malgré sa popularité, l'EBITDA est la cible de vives critiques de la part de Buffett et de Munger. Buffett et Munger soulèvent 3 problèmes majeurs. Premièrement, l'EBITDA ignore des dépenses importantes. Donc, l'EBITDA exclut des dépenses comme l'usure des équipements, donc la dépréciation, le remboursement de la dette, à savoir les intérêts. Donc, ces dépenses sont pourtant bien réelles. On aurait pu également rajouter ici les taxes, donc à savoir les impôts. Donc, l'EBITDA exclut déjà ces 3 éléments-là. Donc, ces dépenses sont pourtant bien réelles et doivent être prises en compte pour avoir une image complète de la santé financière d'une entreprise. Ignorer ces coûts revient à masquer une partie des dépenses de l'entreprise et à donner une image trop optimiste de sa rentabilité. Donc, quand une entreprise vous met trop en avant EBITDA au lieu de free cash flow, faites attention. Si vous voyez une entreprise ne jamais vous parler de free cash flow, ou bien toujours mentionner bénéfice net et résultat net sans parler de free cash flow, faites attention. Parce qu'une vraie entreprise, une entreprise qualitative, vous présente les free cash flow en priorité. OK? Donc, l'EBITDA peut être facilement manipulé. Il faut d'abord savoir que la plupart des indicateurs peuvent être manipulés. Mais attention, les entreprises peuvent manipuler, mais il faut savoir comment est-ce qu'on peut les manipuler. Donc, ça vous permet également de mieux comprendre et de pouvoir parfois identifier qu'il y a une manipulation. Les entreprises peuvent manipuler leur EBITDA en utilisant des astuces comptables. Cela peut conduire à une surévaluation de leur performance financière et à induire les investisseurs en erreur. Donc, imaginez une entreprise qui vous présente l'EBITDA de plus en plus élevé, année après année. La question à se poser, c'est comment est-ce qu'ils font? Est-ce que le bénéfice opérationnel, donc à savoir l'EBIT, est lui également de plus en plus élevé? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui influence cet EBITDA-là? Ou bien on va parler d'EBITDA ici. Qu'est-ce qui influence l'EBITDA? Vous allez grandement voir ici que si une entreprise vous mentionne que ils ont réduit ici la durée de dépréciation, ça veut dire que, je m'explique. La dépréciation amortissement, théoriquement, c'est ce qui devrait être utilisé pour la dépense en capital de maintenance. Donc, si je déprécie $100, je devrais avoir au moins $100 en dépenses en capital de maintenance. Si j'ai moins que ça, il faudrait regarder quel type de business j'ai. Si j'ai plus que ça, on pourrait caractériser. Le supplément ici pourrait être la dépense en capital de croissance, mais il faut toujours aller vérifier. Imaginez une entreprise qui a $1000 d'actifs et qui décide de déprécier ces actifs-là en 10 ans.
Donc, ça va, le 1000 $ ici perd 100 $. Le 1000 $ ici est déprécié de 100 $ chaque année. Donc, pendant 10 ans, 100 $, moins 100 $, moins 100 $. Donc, en 10 ans, on épuise l'infrastructure en question. OK? Donc, on déprécie totalement le matériel en question. Admettons qu'on a peut-être acheté un téléphone. Mais si l'entreprise en question vous mentionne que, au lieu de déprécier, rappelez-vous, dépréciation ici est synonyme de dépense en capital. Et si on déprécie, c'est une charge non financière. Et si c'est une charge non financière, l'EBITDA en question sera majoré. Enfin, la partie représentant ici le DA va être 100 $. Mais imaginez qu'on réduit la durée d'amortissement ou de dépréciation du bien physique en question. Disons 5 ans, toujours le même 1000 $. Au lieu d'avoir 1000 $ au lieu d'avoir 100 $ de moins chaque année, rappelez-vous, le bien a coûté 1000 $, on le déprécie en 10 ans, ça fait 100 $ de moins chaque année. Mais maintenant, si on change, même pas qu'on change de règle comptable, l'entreprise décide ici, parce qu'elle peut le faire, elle a le droit de le faire, de déprécier les actifs ici plutôt en 5 ans. Ce qui veut dire que ça va gonfler l'EBITDA de 200 $. Imaginez qu'elle gonfle l'EBITDA, ça veut dire ici que la dépréciation amortissement, donc ce qu'elle va mettre de côté, sera plutôt 200 $ aujourd'hui. OK, au lieu de 1000 $, parce qu'on va le faire en 5 ans, au lieu de 100 $, parce qu'on va le faire en 5 ans. 200 fois 5, ça fait 1000. OK, donc l'EBITDA va gonfler de 100 $ de plus. N'est-ce pas? Donc, imaginez maintenant que l'entreprise derrière, au lieu de prendre la dépréciation en question, donc le 200 $, et de le dépenser en capital, parce que le bien va être déprécié en 5 ans, elle continue à déprécier, à investir en capital uniquement 100 $. Ça, c'est une manipulation. Ça gonfle l'EBITDA. Ça aura également tendance à gonfler les free cash flow. Mais si on parle ici d'EBITDA, on va dire que l'EBITDA sera majoré ici de 100 $ supplémentaires. Okay? Or, quand vous regardez les concurrents, personne ne déprécie ses actifs en moins de 5 ans. Et ça, c'est peut-être un problème. Ça veut dire que l'entreprise en train de manipuler est trop entreprenante ici par rapport à la marge de cet EBITDA-là. Et surtout si elle communique beaucoup par rapport à l'EBITDA. Donc, faites attention. J'espère que vous m'avez compris à ce niveau-là. Et si vous n'arrivez pas à comprendre cette partie-là, laissez-moi savoir en commentaire. Je prendrai la peine ici de prendre un exemple tout simple. OK? Donc, l'EBITDA nous montre troisièmement, qu'est-ce qu'il reproche à l'EBITDA? Il dit ceci, l'EBITDA ne montre pas toute l'histoire. En se concentrant uniquement sur certaines dépenses, l'EBITDA ne donne pas une image complète de la situation financière d'une entreprise. D'autres facteurs comme la capacité de l'entreprise à générer de l'argent, à savoir les flux de trésorerie, sont tout aussi importants pour évaluer sa santé financière. Donc une entreprise peut avoir de l'EBITDA ici sans pouvoir générer des flux de trésorerie, sans pouvoir générer ici un cash flow opérationnel. D'accord? Donc faites attention. Donc, je n'ai même pas encore parlé de free cash flow. Pour une analyse financière complète et fiable, il est donc recommandé de compléter l'EBITDA par d'autres indicateurs clés, tels que le flux de trésorerie disponible, à savoir free cash flow. Il s'agit de l'argent réellement généré par l'entreprise après paiement de toutes ses dépenses, y compris les investissements. Donc, c'est un indicateur crucial de la capacité de l'entreprise à financer sa croissance et à rémunérer ses actionnaires. Free cash flow, flux de trésorerie disponible. Le ratio d'endettement, et grosso modo, je suis resté généraliste ici, donc il mesure le niveau d'endettement de l'entreprise par rapport à ses capitaux propres. Mais on va s'entendre ici que on parle de capitaux propres ici de manière générale, mais bon, c'est une métrique qui n'est plus trop utilisée. Les capitaux propres ici, ça s'entend ici equity, d'accord? Ce n'est plus une métrique utilisée aujourd'hui, mais globalement, vous devez tout mettre en relation le ratio, la dette nette globale ici par rapport au free cash flow, et non uniquement par rapport à l'EBITDA. D'accord? C'est important par rapport au free cash flow. Donc, comment on dit ça? Le raisonnement reste le même s'ils l'ont mentionné le raisonnement reste le même s'ils l'ont mentionné dans cette forme-là, dans la vidéo, mais le raisonnement reste le même. Un ratio d'endettement élevé, d'accord? Donc, dette nette sur free cash flow, disons supérieur à 10. Parce qu'il ne faut pas avoir, parce que c'est 5 que c'est élevé, non. Supérieur à 10, et encore, il faut comparer par rapport à la moyenne du secteur d'activité. OK? Et regardez également comment est-ce que la dette est échelonnée dans le temps. Donc, quand on regarde juste le ratio d'endettement, on a une partie de l'information. Il faut regarder la maturité moyenne. OK? Il faut également regarder ici la possibilité ici de refinancer, et prendre également en considération ici la génération ici de free cash flow. Okay? Donc, un ratio d'endettement élevé peut indiquer une fragilité financière et une sensibilité accrue aux variations des taux d'intérêt. Ensuite, troisièmement, la rentabilité des capitaux propres. Elle mesure la capacité de l'entreprise à générer du profit à partir des capitaux investis par ses actionnaires. Donc,
On va encore prendre ici l'equity, donc ça c'est le ROE, mais attention, aujourd'hui on parle plus de ROIC, c'est important. D'accord? ROE, c'est essentiellement pour les compagnies financières, parce qu'aujourd'hui les compagnies ont de moins en moins d'actifs physiques. Okay? Donc l'equity sera de plus en plus intangible. Donc il faut souvent l'ajuster. Donc, on va vraiment prendre en considération. Je pense qu'on aura tendance à parler du ROIC, des différentes variantes ici du ROIC, le ROCE, le ROIC version Greenblatt, il y a plusieurs modèles. OK? So, chacun d'eux peut être adapté dépendamment de certaines, selon l'entreprise, selon l'industrie. Donc, c'est un indicateur clé de la création de valeur pour les actionnaires. Il faut toujours regarder cet indicateur-là. Mais attention, il faut déjà connaître son calcul afin de pouvoir quand même émettre une critique par rapport à cet indicateur-là. Parce que comme je l'ai mentionné, il y a des entreprises ici qui ont des ROIC ou des ROE très, très bas, alors que ce sont des entreprises inférieures à 10%, alors que ce sont des entreprises excellentes dans leur secteur d'activité. Tout simplement parce que le calcul ici le calcul ici de ce ROIC ou bien ce ROE n'est peut-être pas adapté à ce type d'entreprise-là. OK? Donc, en conclusion, donc, en définitive, l'EBITDA, bien que largement utilisé, est un outil d'analyse financière à manier avec précaution. Sa capacité à masquer certains coûts et à présenter une image enjolivée de la rentabilité d'une entreprise peut induire en erreur les investisseurs peu avertis. Si vous allez regarder les compagnies ici comme les Neoen, Albioma, voilà, ces types d'entreprises dans les énergies renouvelables, on parle beaucoup d'EBITDA, énormément. Or, elles ne génèrent pas de free cash flow. D'accord? Encore moins, cash flow opérationnel, ça dépend, mais elle ne génère pas du tout de free cash flow. Donc, on parle beaucoup d'EBITDA. Sur toutes les plaquettes ici, les présentations aux investisseurs, EBITDA, 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 EBITDA. Or, ce sont des business à capital intensif. Donc, à la fin de la journée, le DA est une véritable dépense en capital. Le I, vu également que les entreprises, ces entités-là sont endettées, dans le I d'intérêt ici, techniquement, ils vont payer des intérêts sur la dette. Et le T en question, on ne peut pas fuir la fiscalité. OK, c'est la seule certitude ici, vous allez payer les impôts. D'accord? Donc, pour une entreprise, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand une entreprise communique beaucoup sur l'EBITDA. Il faut faire très attention. Donc, il est donc essentiel de ne pas se fier aveuglément à cet indicateur et de privilégier une approche plus holistique de l'analyse financière en prenant en compte une variété de mesures complémentaires. Aucun indicateur n'est fiable. Aucun indicateur n'est à privilégier ici sans prendre en considération une variété d'autres mesures complémentaires. Parce que le free cash flow va se compléter. Pour mieux comprendre la marge brute, il faut regarder le free cash flow, il faut regarder l'EBITDA, il faut regarder le net income, il faut regarder même l'endettement. Pour mieux comprendre le ROE, il faut regarder également l'endettement. Bref, tous ces indicateurs-là sont complémentaires. Il n'y a pas de formule magique. Seule une compréhension approfondie de la santé financière d'une entreprise basée sur des données fiables et transparentes permettra de prendre des décisions d'investissement éclairées et de construire un portefeuille solide et performant sur le long terme. N'oubliez pas, la réussite en stock picking, parce que c'est de ça dont il s'agit sur cette chaîne, repose sur une analyse rigoureuse et une compréhension fine des fondamentaux d'une entreprise et non sur des raccourcis trompeur. Donc, en description de la vidéo, dites-moi en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette métrique-là. Et dites-moi si vous l'utilisez également. Et en description de la vidéo, vous avez le service Top Premium Plus, où vous avez l'accompagnement, note d'analyse, analyse sectorielle, la watchlist, plus d'autres éléments. Vous avez également la watchlist de manière individuelle qui vient avec un cours sur comment lier les rapports financiers, sans compter le pack du débutant. De toute façon, si vous avez une question par rapport à ces différents produits-là, vous pouvez réserver un appel sur la page en question, donc c'est en description de la vidéo, Top Premium Plus. Donc, en commentaire, laissez-moi savoir si vous utilisez l'EBITDA, ou bien si vous ne connaissiez pas l'EBITDA. Est-ce que c'est une métrique que vous prévoyez utiliser? Est-ce que vous la regardez? Vous savez que moi, j'ai tendance à regarder la dette nette sur EBITDA. Parfois, quand l'entreprise n'a pas de free cash flow ou quoi que ce soit, je peux regarder la valeur d'entreprise sur EBITDA. Mais je sais toujours qu'il faut faire attention, comme dans toute chose d'ailleurs. OK? Donc, tout dépend de la durée de vie de l'entité, etc. Bref, il y a toujours ça dépend des hypothèses. C'est vraiment au cas par cas. Mais n'utilisez pas l'EBITDA en vous disant que EBITDA, c'est rentabilité. Donc, faites attention aux entreprises qui communiquent beaucoup sur l'EBITDA essentiellement, sans communiquer sur les free cash flow. Faites également attention quand vous allez regarder la rémunération des dirigeants, si un dirigeant ici est rémunéré par rapport à une marge potentielle, un certain niveau de marge pour l'EBITDA ou bien un certain niveau d'EBITDA, faites attention. Il faut toujours qu'on me parle de free cash flow. Je ne veux pas voir le ROE, je veux voir un ROIC. Bref, ça c'est la rémunération du management. On reviendra dessus un jour. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez le service Top Premium Plus, un like, un abonnement, un commentaire. Après, vous faites tout ce que vous voulez. Merci.